Donc nous sommes 4 à avoir travaillé ensemble. D'une part, Minersky, qui est un physicien de Saint-Pétersbourg, Nadia Morozova, qui est une biologiste à l'école à l'IHES et à l'Institut Curie, et puis Robert Penner, qui est un topologue géomètre de UCLA et de l'IHES. Bon, et moi. Alors, on s'est intéressé à la morphogenèse. Ce qu'on entend par morphogenèse, c'est le processus par lequel la forme d'un organisme vivant se développe du zygote, c'est-à-dire la première cellule, jusqu'à l'individu adulte. Alors dans morphogenèse, il y a le mot forme. Et donc la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que la forme d'un organisme? Alors c'est un problème non trivial. Et Renétan avait déjà dit que c'était un problème difficile. Il écrit dans son livre sur la stabilité structurelle et morphogenèse, il écrit la chose suivante. Qu'est-ce qu'une forme? Si l'on veut donner une définition couvrant la totalité des acceptions usuelles du mot, la tâche est loin d'être aisée. Mathématiquement, une définition se présente immédiatement à l'esprit. Deux espaces topologiques X et Y ont la même forme s'ils sont homéomorphes, c'est-à-dire s'il existe une application biunivoque de X vers Y et bicontinue. Si l'on se borne à considérer la forme des objets dans l'espace euclidien R3, il est clair que la notion d'homéomorphisme est beaucoup trop souple pour rendre compte de la notion usuelle de forme d'un objet. Observons d'abord que ce qu'on appelle couramment un objet de l'espace est topologiquement un sous-espace fermé de l'espace, et même un compact, car un objet de dimension s'étend bien rarement à l'infini. On pourrait dès lors proposer comme nouvelle définition deux objets A et A' de l'espace ont la même forme s'il existe un déplacement de l'espace R3 tel que un objet soit transporté sur l'autre. La définition serait cette fois trop rigoureuse. Deux objets peuvent avoir la même forme sans être métriquement équivalents. Donc, il ne sera pas évident. Alors, il a une discussion ensuite sur le fait que qu'un carré comme ça n'a pas la même forme qu'un carré comme ça. Alors, on ne distinguera pas à ce point-là les formes, mais on essaye de trouver une notion utilisable de forme. Alors, on fera ça au plan microscopique, c'est-à-dire au niveau d'une cellule. On essaiera d'écrire la forme d'une cellule, puis la forme d'un organisme. Alors, pour une cellule, il y a un fait intéressant, c'est que pour la plupart des cellules, il y a un point distingué dans la cellule qu'on appelle le centrosome, d'où sont issus les microtubules
qui supporte la membrane de la cellule. Donc mathématiquement, on voit bien ce dont il s'agit, c'est-à-dire que les cellules, chaque cellule est convexe étoilée. Donc la cellule est étoilée par rapport à O. Alors c'est pas vrai de toutes les cellules, bien sûr. Si on pense aux neurones, il y a une forme bien plus compliquée, mais c'est quand même très souvent le cas. Alors, quand on a une forme étoilée comme ça, on peut procéder de la façon suivante pour décrire la forme de la cellule. On se donne une application continue de la CRS2 vers les réels positifs. Alors je dis que, étant donné une forme étoilée, une telle fonction va définir la forme de sa membrane. C'est simplement le dessin suivant. On a O, on considère une sphère de centre O, et pour chaque rayon, on a le point P0 où le rayon traverse la sphère, et le point P correspondant à la membrane. On écrit simplement l'équation OP égale sigma P, sigma C de P0 OP0. Donc si on se donne cette fonction SRAS2, on a bien la façon dont varie le rayon OP. Alors ça c'est pour une cellule. Maintenant, à échelle mésoscopique, je ne sais pas comment on dit, donc à l'échelle de l'organisme macroscopique, eh bien, étant donné un organisme oméga, on va considérer I de oméga, qui est un graphe fini connexe, mais maîtrisé, défini comme suit. Les sommets de I de oméga sont les centrosomes. Et d'autre part, il y a une arête de O1 vers O2 si les cellules correspondantes se touchent. Alors ça fait comme ça une espèce de maillage de la forme. Et on peut aussi définir une métrique en appelant distance de C1 à C2, la longueur du segment C1 C2. Alors il y a un point important dans cette définition. C'est qu'on ne choisit pas un plongement. On ne choisit pas un plongement de l'organisme dans R3. Ceci, c'est pour rendre compte un peu
de l'objection Caronetum, à savoir si je plie le bras, la forme de mon organisme ne change pas. Donc, ou, donc il y a toujours possibilité de déplacement. Et le fait de ne pas choisir de plongement donne une équivalence entre différentes parties de R3. Allez-y. Pardon? Dans la longueur de C1-C2, c'est quoi C1? C'est la longueur de O1 ou 2. La longueur, calculez-vous, puisque tu ne choisis pas de plongée. Bah, c'est-à-dire, il y a une métrique sur ces graphes, et dans un plongement, cette métrique se réalise comme la distance entre les centrosomes. Ce qui fait que c'est assez rigide quand même, parce que on accepte... Oui? La distance de O1 à O2, comment elle est calculée? Elle est calculée dans un plongement. Mais elle sera la même dans tous les plongements. Elle ne dépend pas du plongement. Elle ne dépend pas du plongement. Parce que dans les graphes. Donc il y a des déplacements, mais des déplacements qui ne changent pas les distances entre les centrosomes. C'est un peu rigide, mais pas complètement. Vous avez des réflexions? J'ai un problème, si j'ai deux cellules épithéliales qui se touchent, la distance devient nulle, et c'est certainement pas ce que tu veux. C'est la distance entre les centrosomes. Il y a... Elle se rencontre, et la distance... Non, c'est entre les centrosomes. Oui, mais elle devient presque nulle. Oui. Là, elle est quasiment nulle, et c'est pas l'idée de forme que tu veux. Tu parles de forme allongée. C'est-à-dire que tu ne veux pas que mes deux cellules épithéliales là, soient collées. Elles sont très proches. Elles ne sont pas intrinsèquement dans le corps. Enfin. Donc le dessin que tu as en tête, c'est celui-là. Oui. Ça fait une distance que petite. Ah oui. C'est pas un drame. Ça ne contredit pas un principe. Alors, Par contre, j'espère que quand tu plies le bras, les distances entre les centrosomes changent. si on plie le bras, Oui. Parce que les cellules qui se raccourcissent dans les muscles. Si les distances entre les centrosomes sont toutes constantes, dans le temps, bah, si on ne va pas pouvoir bouger beaucoup. on peut bouger. Il n'y a pas de théorème qui dit que un graphe métrique plongé est rigide. Il y a quand même... Dans quel graphe? Si c'est un tétraèdre, par exemple, équilatéral, il y a une... Oui, avec moins de sommet ou plus. Donc ceci a un avantage, c'est que ça permet de définir une distance entre deux organismes. La distance de oméga 1 et oméga 2 sera la distance entre l'espace compact I oméga 1 et l'espace compact I oméga 2. Alors il y a une distance entre les espaces, entre les ensembles compacts qui est due à Gromov et Hausdorff. Alors on est surtout familier de la distance de Hausdorff. Si oméga 1 et oméga 2 sont contenus dans le même espace métrique x avec une distance d, la distance de Hausdorff de oméga 1 et oméga 2 est le max. Alors il y a le choix, soit on prend le suprémum pour x d'oméga 1 de l'infimum
de Y dans oméga 2 et on prend la distance, soit on fait le contraire, donc sup pour Y dans oméga 2 de inf de X dans oméga 1 D de XY. Alors ça c'est une notion de distance entre compacts dans un espace métrique. Ça a de bonnes propriétés de sous-additivité si j'ai trois compacts. Et d'autre part, si la distance est nulle, c'est que les deux espaces oméga 1 et oméga 2 sont isométriques. Mais ceci suppose que oméga 1 et oméga 2 sont contenus dans X. Alors Gromov a eu l'idée suivante, qui ressemble beaucoup à ce qu'on vient de dire avant, à savoir, si oméga 1 et oméga 2 sont donnés, deux espaces métriques compacts, la distance de Gromov-Hausdorff de oméga 1, oméga 2, et le inf pour tout espace X et deux fonctions f et g de la distance de Hausdorff de f de oméga 1 et g de oméga 2 où f et g, f c'est un plongement isométrique de oméga 1 dans X. Donc X est muni de distance et on prend la distance de Hausdorff une fois qu'on a plongé oméga 1 et oméga 2 dans X. Donc on prend la distance minimale obtenue de cette façon. Donc ça fait une notion qui elle aussi est transitive pour quand on a trois compacts sous additive. Donc ça veut dire qu'on a une distance entre les formes, dire que deux formes se ressemblent et mesurées par cette quantité qui est par ailleurs très difficile à calculer évidemment. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur la forme d'un organisme. Et maintenant, je voudrais parler du développement d'un organisme, en commençant par l'état d'une cellule. Alors, sous l'influence de Morozova, on fait le postulat suivant, postulat biologique. La présence sur chaque cellule d'une distribution de certaines molécules, donc sur la membrane, gouverne la morphogénèse de oméga. C'est-à-dire on pense que sur chaque cellule, il y a des résidus sucrés qui sont organisés
d'une certaine façon dans l'espace, et que ceci forme un espèce de code qui va décider du destin de la cellule. À savoir, est-ce qu'elle va se développer, est-ce qu'elle va se diviser, etc. Donc ce code, on l'appellera le spectre. Et les molécules auxquelles on pense sont ce qu'on appelle les oligosaccharides. Donc c'est du sucre, par exemple le glucose, la cellulose, etc. Donc il y a une bonne dizaine de sucres différents. Alors on sait qu'ils sont là, on sait qu'ils sont sur la membrane des cellules, on sait qu'ils jouent un rôle dans le développement, c'est-à-dire s'ils sont là ou pas, le développement a lieu de façon différente. Avec ce postulat, on dit beaucoup plus, on dit qu'en fait, la répartition sur la membrane a un sens pour le développement. Alors cette distribution, on peut la donner, on peut la décrire à l'aide d'une matrice à coefficient entier positif définie de la façon suivante. On considère la cellule, on la partage en secteurs. Donc il y a 8 secteurs. Si j'en ai pas oublié un, non. Il y a 8 secteurs à la surface de la cellule qui correspondent entre 8. Et pour chaque secteur, on donne comme entrée de la matrice le nombre, pour chaque secteur et chaque type de résidu, on donne le nombre de résidus sur ces secteurs. Donc, je ne vais peut-être pas l'écrire, mais la matrice est obtenue en distinguant les secteurs. Dans un secteur donné, on regarde un type de résidu donné, il y a grand N résidus, et on met comme coefficient de la matrice le nombre de résidus de ce type, à cet endroit. Donc cette matrice décrit de façon approchée la distribution. Pardon ? Il y a des raisons pour lesquelles on sectorise la sphère en 8. On pourrait prendre autre chose. C'est une façon simplifiée de faire les choses. Mais comme je l'ai dit, au plan expérimental, on est très loin de savoir faire ce genre de choses. C'est-à-dire... Quand vous avez choisi oligosaccharide, pourquoi pas les lipides ou les protéines? Parce qu'à la surface des cellules, il y a une grande diversité de résidus sucrés. Et c'est pas n'importe quoi. Ah oui, il y a plus d'oligosaccharides que Il y a une plus grande diversité aussi. Mais en principe, la façon dont on formalise les choses, on pourrait prendre d'autres résidus, effectivement. Le discours serait le même. Donc l'état de la cellule, ça sera donné d'abord par cette matrice, d'autre part par la fonction qu'on a définie pour obtenir la forme, donc une fonction, disons, de carré intégrable sur la sphère. Une fois choisi un plongement, on a les coordonnées
du centrosome. Il y a un nombre auquel on peut penser, c'est le nombre de divisions cellulaires avancées. Alors ça a une description biologique jolie, c'est ce qu'on appelle les télomères, c'est-à-dire qu'à chaque division, l'ADN de la cellule perd un télomère, c'est-à-dire une des structures répétitives qu'il y a en bout de l'ADN. Donc, essentiellement, le nombre TC mesure l'évolution du nombre de télomères. Alors, je triche pas mal parce qu'en fait, il n'y a pas que diminution du nombre de télomères, il y a aussi récupération de certains télomères par la télomérase qui rajoute des télomères en bout d'ADN. Bon, enfin, TC est quand même très lié au nombre de télomères. Alors, il y a un autre invariant qui est un mot à deux lettres, M et D, qui est obtenu de la façon suivante. Alors revenons au centrosome et voyons ce qui se passe quand la cellule se divise. Donc on a une cellule avec son centrosome et d'une façon qu'on ne comprend pas très bien, avant la division, il y a un deuxième centrosome qui se crée. Les deux centrosomes migrent de côté opposé. Et il y a des microtubules issus de ces points qui vont vers la partie commune où siègent les chromosomes, merci. Et O et O' vont tirer les chromosomes des deux côtés. Donc après, il y aura des divisions cellulaires. O et O'. Donc on se retrouve avec deux cellules, mais il y en a une qui a le centrosome initial et l'autre qui a le centrosome supplémentaire. Donc on peut distinguer les deux descendantes de la cellule d'origine en une cellule qu'on va appeler M comme mère et D comme daughter. Bon, puis après ça continue, il y a d'autres divisions et à chaque fois on choisit entre M et D. Je pense que non. Bon, c'est pas facile de distinguer les deux cellules filles, mais cette histoire de centrosome permet de les distinguer. Donc on a un mot qui sont toutes les étapes où la division a donné mère ou fille selon le cas. Alors certains auteurs ont dit que ce mot joue un rôle dans le développement des cellules. J'en dirai rien de plus parce que bon, c'est spéculatif. Mais c'est assez étonnant le fait qu'il y ait un mot comme ça qui décrit la généalogie d'une cellule donnée. Comment on sait que le mot est encodé dans la cellule finale? Pardon? On sait que
cellule finale a la mémoire de la division? Non, On ne sait pas. non. On s'attend à ce qu'elle oublie pas mal de termes de ces divisions parce que ça ferait une situation très fragile. Donc, bon, je ne sais pas ce qu'il y a d'écrit sur ce sujet. Alors, je vais maintenant parler des événements cellulaires. Qu'est-ce qui peut arriver à une cellule? Il y a essentiellement plusieurs types. D'abord, on peut avoir un changement des molécules à la surface de la cellule, donc un changement du spectre. La cellule peut croître. Elle peut se déplacer. Elle peut se diviser. Ou elle peut mourir. Ce qu'on appelle l'apoptose. Donc le principe que je disais tout à l'heure, que la matrice AC gouverne la morphogenèse, c'est le fait que l'événement que va subir la cellule est fonction de cette matrice. Donc on a un postulat qui est le même que tout à l'heure, qui dit que la matrice AC permet de décider quel événement subit C. Donc le rôle de cette matrice, c'est de choisir entre les différentes possibilités d'événements pour la cellule donnée. Alors, si on regarde les cellules et qu'on regarde leurs différents destins, on obtient ce qu'on appelle l'arbre des événements cellulaires. Donc il y a pour sommer les cellules à différents temps et pour arrêter les événements. C'est-à-dire, la cellule C peut bouger ou grossir, ça fera une arête dans l'arbre, elle peut se diviser, ça fera deux arêtes, ou elle peut mourir, ça fera à ce moment-là que la cellule est la fin d'une branche de l'arbre. Alors on peut mettre une métrique sur l'arbre des événements. En prenant simplement la durée de l'événement en question.
Une autre remarque qu'on peut faire sur l'arbre T, c'est qu'il est pointé, puisque à l'origine, on a le zygote Z, qui est la première cellule. Donc on a un arbre pointé qu'on appellera l'arbre des événements. Alors, on a essayé de formaliser davantage les choses. Et donc, de façon provisoire, on peut faire la chose suivante. Ah oui, on a un autre postulat. Si on a un événement de C vers C', ici on a la matrice AC, ça devient la matrice AC', donc une autre matrice correspondant à la cellule C', et on fait le postulat que l'application qui a AC associé à ''C'' est universelle. C'est-à-dire on rêve que le règle de passage de C à C' ne dépend pas de l'organisme, mais dépend simplement du type d'événement. Alors on peut formaliser ça de la façon suivante. On a deux modules. Le premier module étant donné par les chaînes de dimension 0 sur T, donc les sommets. Sensorisés avec les matrices. Alors je vais supposer pour simplifier que n égale 8. On verra pourquoi. Donc on a un premier module, un deuxième qui sont les événements sensorisés. Donc les événements sont des chaînes de dimension 1. Tenseur le même réseau d'entiers. Et on suppose, pour rendre compte du postulat très optimiste qui est là-bas, qu'il y a dans M unit Z une famille finie c'est un ensemble fini donc universel, c'est-à-dire indépendant de oméga, formé de matrices nilpotentes. Pardon? Les combinaisons à coefficients entiers, soit des vertex, soit des côtés. Par rapport au graphe. À partir de graphe. Hey. Alors il se trouve qu'on a des sortes de différentiels qui vont de C0 vers C1 et une différentielle
allant de C1 vers C0, qu'on peut définir de la façon suivante. Alors supposons que j'ai un élément C tenseur AC dans C0, une cellule et la matrice associée, D de C tenseur AC sera l'événement cellulaire E, tenseur une certaine matrice dépendant de C tenseur AC, donc avec B qui appartient à U, une de ces matrices nilpotentes, et d'autre part, on choisit le côté E, l'arête E, simplement en utilisant qu'on a un point base. Donc on peut regarder un chemin qui va de Z à C et considérer l'arête E qui va plus loin. Bon, dans le cas d'une division, il y aura deux arêtes. Mais l'utilisation de Z est de choisir pour chaque sommet du graphe une arête. C'est celle-là qu'on prend. Alors maintenant, la différentielle D de C1 vers C0 consiste à prendre le bout de E. Donc j'ai E tenseur B dans C1. Je l'envoie sur C', donc la cellule d'arrivée, tenseur. Alors on prend comme matrice la composée de B et de AC. C'est pour ça que j'avais supposé que n égale 8 pour ne pas m'embêter avec les dimensions de matrice pour que la composition existe. Donc cette différentielle D, en quelque sorte, mimique le développement de l'organisme. C'est une façon plus formelle de dire ce qu'on avait dit avant. Alors pour terminer, je ne vais pas parler très longtemps, je pense. Donc pour terminer, je vais vous indiquer deux idées qu'on a eues à propos de ce développement, deux concepts. D'une part, l'idée que les cellules ont une potentialité. En anglais, potency. Je pense que potentialité est une traduction raisonnable. Alors on appellera la potentialité d'une cellule sa capacité à avoir une grande diversité de descendantes. Bon, il y a les cellules qui meurent et qui n'ont aucune descendance. Il y a les zygotes qui donnent toutes les possibilités. Donc là, c'est le maximum de potentialité. C'est une cellule totipotente. Il y a les cellules souches embryonnaires. Qui ont une grande potentialité. Elles peuvent donner beaucoup de types de descendance. Il y a les cellules souches adultes.
qui ont deux descendants. C'est-à-dire on a une cellule souche, elle donne soit une autre cellule souche, soit une nouvelle cellule. Donc une cellule souche dans l'adulte a deux devenirs possibles. Autrement dit, une cellule très différenciée est une cellule qui a peu de potentialité, parce qu'elle s'approche de son état final. Donc, une cellule totalement différenciée a une potentialité nulle. Alors, dans le formalisme que j'ai présenté ici, on se demande si on ne pourrait pas prendre comme définition formelle de la potentialité le rang de la matrice AC. Parce qu'on passe de AC à AC' par multiplication par B, et le développement consiste à appliquer plusieurs fois une matrice B, donc le rang ne peut que baisser, et comme B est nilpotent, au bout d'un certain temps, le processus s'arrête. Mais c'est une définition conjecturale. Alors ça, c'est la première notion supplémentaire qu'on discute dans notre papier. Il y a une autre notion qui est bien claire, c'est la notion de signaux. Qui, dans notre cadre, s'exprime comme si chaque cellule fait connaître sa matrice AC à ses voisines. Et en fait, les matrices de deux cellules voisines ne sont pas totalement indépendantes, parce qu'il y a une région qui est partagée. Donc quand on parle des résidus sur l'endroit où les cellules se touchent, ça va donner des entrées de matrice égales. Donc il y a une notion de matrice voisine. Alors on a un autre postulat qui est que la force du signal de C vers sa voisine est inversement proportionnelle à la potentialité. Alors c'est un axiome qui semble un peu bizarre. Je vais l'illustrer par deux exemples. Donc, chez l'adulte, considérons une cellule souche entourée de cellules différenciées. Ce qui va se passer, c'est que la cellule souche prendra le type des cellules voisines. Alors en termes de signal,
de potentialité. Ces cellules ont un signal fort vers la cellule souche et une potentialité faible parce qu'elles sont très différenciées. On peut dire le contraire de la cellule souche qui a une potentialité forte mais émet des signaux trop faibles par rapport aux signaux dans le sens inverse. Donc on voit que les deux quantités se balancent. Un autre exemple où ce principe a l'air de s'appliquer, c'est dans le cas de la régénérescence. Alors il y a des animaux qui se reforment tout entiers à partir d'une partie minuscule de l'animal. C'est un phénomène de la régénérescence qui est assez largement répandu. Par exemple, j'ai appris que si on coupe un doigt à un bébé, il va repousser. Je ne me trompe pas. Quoi? Le foie, même chez l'adulte, le foie repousse. Le foie. Ah, le foie Repousse, oui. chez l'adulte. Oui, oui. D'accord. Quand on n'en enlève pas trop. Quand on n'en enlève pas trop. Oui, oui. Alors, prenons le cas d'une amputation. Donc, on coupe le doigt ou une patte d'animal. Donc, on se retrouve avec ce qui reste. La première chose qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une espèce de couche à la surface de la plaie qui est formée de cellules indifférenciées donc de forte potentialité. Ces cellules émettent peu de signal et dans un deuxième temps, en dessous de cette couche, les cellules vont se développer et forcer petit à petit cette partie à devenir ce qu'elle était à l'origine. Donc ces cellules ici sont très différenciées. Donc petite potentialité. Par contre, elles envoient vers la couverture un signal fort. Donc ces deux exemples qui montrent que la potentialité et la force du signal vont en sens opposé. Alors pour terminer, je voudrais évoquer les expériences qu'on peut faire à partir de ces réflexions. Alors l'expérience qu'on voudrait faire, c'est d'essayer de voir si oui ou non il y a un code à la surface des cellules, puisque c'est l'hypothèse de départ. Comme j'ai dit, on sait qu'il y a des résidus sucrés à la surface des cellules. Par contre, on ne sait pas comment leur répartition dans l'espace change d'un état à l'autre. Alors, il y a une machine qui pourrait faire le travail, qui est capable de détecter à la fois un signal et l'endroit où se fait le signal, et elle vaut 1 million d'euros. Donc, c'est un prétexte à ne pas le faire. Donc, pour l'instant, personne n'a essayé de tester l'hypothèse.
un autre type d'expérience qu'on peut faire, c'est calculer l'arbre T, voir quelle allure il a. Alors c'était fait par une biologiste de Saint-Pétersbourg qui a montré la chose suivante, qui est dans une espèce donnée, bon, c'est avec les plantes, elle a fait ça. Jusqu'au stade 13, c'est-à-dire après qu'il y ait eu 13 événements de division cellulaire, si on prend l'arbre obtenu à ce moment-là, c'est toujours la même. Ça ne dépend pas de l'individu d'espèce donnée. Par contre, après, ça diverge beaucoup. Donc, bon, ça reste à expliquer. Alors, enfin, on peut faire des expériences numériques. Jusqu'à 13 divisions, les cellules sont inchangées. C'est ça que ça veut dire. Non, elle se différencie, mais de la même façon. Elle se divise de la même façon. C'est-à-dire, on regarde au microscope et on voit les cellules se développer petit à petit, avec telle cellule qui s'arrête, telle autre qui se divise en deux, telle autre qui continue, etc. Et on va jusqu'à 13 étapes de division. Et on trouve le même arbre, quelle que soit quelle que soit la plante. Quelle que soit la plante, pas quelle que soit la rose, quelle que soit la... D'accord. Bon, c'est assez étonnant. Alors on peut faire... C'est juste une affaire d'ancêtre commun, en fait. Pardon? C'est peut-être juste une affaire d'ancêtre commun. L'ancêtre commun avait eu le développement jusqu'à ce stade-là. Ah, tu veux dire l'ancêtre commun, phylogénique. Ah ben, attention, deux espèces différentes auront un arbre différent. C'est les mêmes. Oui, mais si c'est les mêmes jusqu'à un certain stade, oui. C'est peut-être que leur ancêtre commun avait ces stades-là. Non, quand tu parles d'ancêtre commun, tu parles de deux types de plantes possibles. Oui. Et donc là, tu pourrais comparer les. L'arbre phylogénétique. Oui, ben, l'arbre phylogénique d'une plante ou l'arbre phylogénique d'une autre plante n'est pas le même si ces plantes sont de types différents. Par contre, si on prend plusieurs roses, on trouvera à chaque fois le même arbre. Donc c'est pas une histoire d'ancêtre commun. Donc on peut faire des expériences numériques. C'est-à-dire on se donne une règle pour passer d'une matrice 8 fois 8 et on se donne pour partir d'une matrice à Z, où Z veut dire zygote. Donc on part d'une matrice, on se donne des règles pour passer d'une matrice à une autre. Alors selon la matrice qu'on a pris à l'origine, la matrice AZ, on obtient un arbre, enfin un développement différent. Et ce qui se passe, c'est que en faisant ça bien, on trouve un développement comme ça numérique, mais qui ressemble beaucoup à ce qui se passe, par exemple, dans le cas des plantes et du travail précédent. Donc on peut numériquement mimer le modèle. Voilà. J'attends vos questions. Se transmet
voisine, qu'est-ce que ça veut dire exactement qu'elle transmet? Je sais pas. Comment on le reconnaît qu'elle a? Les biologistes l'observent, c'est ça la question. Ben, les matrices évoluent de telle sorte que les entrées communes soient les mêmes. Donc deux cellules voisines n'est pas des matrices assez primes, totalement différentes. Donc l'évolution se fait dans ce sens-là. Mais je ne vois pas un sens concret à donner à l'expression imagée qu'une cellule donne sa matrice à connaître. Dans le cas de l'apoptose, une cellule peut ordonner à ses voisines de se suicider, par exemple. Comment elle leur donne? Comment ça, qui? Quel est le signal par lequel les cellules se suicident ensemble? Comment ça se fait? C'est observé ça biologiquement? Une autre question, c'est quoi la durée d'un événement? Bah, par exemple, une division, il y a le début de la division et la fin de la division quand on a deux cellules différentes. Et ça se passe dans un certain intervalle de temps. S'il y a un déplacement, la cellule est à un endroit et elle va dans un autre. Au bout d'un certain temps, elle y est arrivée. C'est ce temps-là qu'on appellera la durée de l'événement. Vas-y. Tu as fini ton exposé? Oui. Je peux te poser Oui. une question un peu globale. Vas-y. D'accord. Alors, un des problèmes fondamentaux de la morphogénèse, et surtout de l'embryogénèse, c'est celui de la dynamique spatiale des cellules dans l'organisme. C'est le problème absolument central chez Turing, c'est le problème absolument central chez Thom, c'est le problème absolument central chez Waddington. Et presque tous les conflits entre les biologistes moléculaires et les embryologistes tournaient autour de cette question. Parce que d'un côté, on a tout ce qui concerne, c'est dont tu as parlé, les cellules, leur métabolisme et les événements cellulaires, la croissance, division, apoptose, etc. Et puis d'un autre côté, on a les déplacements spatiaux. Alors je ne suis pas d'accord du tout avec le fait que dans ta liste, tu considères que les déplacements sont des changements d'état de cellules. Pas du tout, à mon avis, pas du tout. Et là, il y a vraiment un nœud problématique terrible. Enfin, parce que le problème central, c'est d'articuler le métabolisme cellulaire et les événements cellulaires avec les dynamiques spatiales. Alors, tu as parlé de Thom. Tous les conflits entre Thom et les biologistes, je répète, portent là-dessus. Autour de Waddington, les disciples parlaient d'information positionnelle. Enfin, que si on n'avait pas une notion d'information positionnelle qui fasse que la position intervient dans les événements cellulaires, qu'il y a un codage quelque part de la position qui intervient dans les mécanismes d'événements cellulaires, on ne comprenait rien à l'embryogénèse. Et le problème, c'est de comprendre comment tu peux avoir un codage de la position. Alors chez Waddington, comme tu sais, il y a des notions du genre champ morphogénétique, enfin des choses comme ça. Alors moi j'ai l'impression, j'en ai discuté avec des collègues biologistes, que la première réponse à ça, c'est ce qui se passe du côté de ce qu'on appelle les homéogènes, parce que des gens comme Prochian, enfin, des gens comme ça, depuis Lewis. Donc, la question que je te poserai, c'est premièrement... Il y a un cours de Duboul qui est extraordinaire. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que le déplacement, c'est vraiment quelque chose de très spécial, c'est pas du tout comme la croissance ou la division? Deuxièmement, est-ce que tu penses pouvoir intégrer des problématiques du genre homéogène, homéobox, etc.,
dans ce genre de formalisme? Et enfin, troisièmement, comment ce problème de la dynamique spatiale s'articule sur les questions qu'on t'a posées au début de ton exposé, sur l'indépendance de tes graphes par rapport au plongement spatial? Parce que les déplacements, ils sont dans le vrai espace. Enfin, en tout cas, tu sais, j'ai beaucoup travaillé sur les modèles de Thom, et c'était, enfin, pour Thom, c'était la question cruciale, articuler la spatialité des organismes avec le métabolisme interne. Bon, on discute beaucoup, avec Morozova en particulier, parce qu'elle tient à avoir un modèle sans gêne, si je puis dire. Là, j'ai jamais parlé de gêne, et elle pense que les événements de développement sont épigénétiques, en quelque sorte. Et moi, ça ne me plaît pas du tout, parce que je trouve que les gènes à homéoboîte, c'est une découverte absolument inouïe. Ouais. Donc, je ne sais pas comment intégrer ça Si tu enlèves les gènes, à ce moment-là, tu retrouves le vieux débat. Il te faut une information supplémentaire. Voilà, d'où l'idée d'une information située à un endroit assez exotique, à savoir la surface de la cellule. Donc, ah d'accord, oui, mais ça, oui, c'est ça. Que dans toutes les cellules, de toute façon, il y a le même ADN, sauf les télomères qui rétrécissent, il y a le même ADN. Donc l'information, elle est forcément épigénétique. Mais elle n'est peut-être pas seulement due aux oligosaccharos qui sont à la surface, parce qu'on a découvert récemment, il y a 10 ou une quinzaine d'années, pas plus, qu'il y a des molécules qui viennent se mettre directement sur l'ADN ou directement sur les histones, c'est-à-dire les molécules autour desquelles l'ADN s'enroule. Et ces petites molécules ont pour propriété d'inhiber l'expression des gènes quand elles se mettent sur les gènes. Et donc en fait, ce qui différencie les cellules, c'est pas l'ADN, c'est le fait que des gènes, l'expression de certains gènes est inhibée par ces petites molécules. Et c'est ça qu'on appelle l'épigénétique. Oui, c'est ça, parce que vous avez un autre problème en embryogénèse, c'est le problème des fluides. Le problème des fluides, c'est-à-dire que vous avez un développement effectivement cellulaire qui fait que sur une même zone, en fait, vous avez des différenciations énormes. Vous pouvez avoir inscrit sur un espace X, on veut dire, bon, je vais prendre des exemples extrêmes, le développement du bras et du corps auquel vous ne pensez absolument pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une logique dans les feuillets, je dirais, d'espace continu. C'est des espaces qui sont distribués d'une manière assez inattendue, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. De toute façon, n'importe quel modèle doit pouvoir rendre compte des phénomènes d'induction embryologique ou des choses comme ça. Mais là, c'est difficile parce qu'on a des fractions. C'est des pattes sur la tête. Quand même. C'est-à-dire que si le mécanisme épigénétique est autre chose que quelque chose qui est à la surface des cellules, il faut peut-être envisager une autre théorie. Envoyer quoi? Si le mécanisme épigénétique est produit par autre chose que les oligosaccharos qui sont autour des cellules, il faut peut-être envisager une autre théorie que celle qui consiste à regarder la proximité des... Absolument. Ouais. Mais c'est toute la dynamique des protéines internes. Il y a aussi les micro-RNA. Il y a un ensemble, je ne sais pas, des milliers, des millions de molécules qui interagissent selon une dynamique qu'on ne sait. Je crois que personne ne la formalise, personne ne la saisit. Et le résultat qu'on voit, et les choses, c'est comme toujours, c'est toujours pareil. Vous avez perdu vos clés ou là-bas, mais pourquoi vous les cherchez? Mais parce qu'ici, il y a de la lumière. On se jette sur les gènes, et on ne sait pas comment ça marche, parce que le gène, ce n'est pas un DNA nul, ça n'existe pas. Le DNA nul ne fait rien, absolument rien. Donc c'est les protéines, des protéines autour, et surtout la dynamique d'association, de dissociation. Et effectivement, ça c'est stable, c'est ça la vraie hérédité, c'est ça. Et on saisit une partie par le DNA. Bon, très bien, on en tire énormément de choses. Et effectivement, ce que Denis Duboul expose là, c'est qu'il y a une certaine contrainte,
cet héritage dynamique est contraint par un ensemble de systèmes liés, avec son sablier de sa grand-mère, comme il explique, qui est très rétréci, puis il montre les images de Faragil, de Haeckel, qui a un peu fait du Photoshop à l'époque, en 1880, à la main. Bon, c'était bénin. Mais après, avant, c'est très divers, et après, ça diverge. Mais cette contrainte, moi je pense tel que je comprends, c'est à défaut de mieux, on dit c'est des systèmes et des duplications, par exemple la série 4 fois 4 systèmes, maximum 13 gènes homotiques, etc., qui sont impliqués, et avec un retour, donc ce qu'il a expliqué. Ben, c'est-à-dire, je crois qu'il est clairement démontré que les gènes homobodes disent à chaque cellule où elle est. Oui. Donc la localisation, le problème de la localisation, Oui. mais il faut plus que ça. Il faut, Oui, mais les mutations, par exemple, je crois qu'il a montré ça aussi, les 4M chez la mouche, ça veut dire que le membre, l'aile, est très très bien fait, mais pas au bon endroit. Donc l'adressage, il y a quelque chose qui s'est passé qui est faux. Bon, alors les mécanismes, il n'a pas détaillé, ça c'est pas, à la limite, c'est pas important, mais saisir l'essentiel. Et ça, je me permettrai de rappeler ce qu'Aristote a dit quand on lit La génération des animaux. Il a dit ça, il a dit même les monstres sont un peu ils sont contre nature, mais ils sont un peu selon la nature. On n'a pas une tête au bout du pied. On a une duplication des pieds, des orteils, 6 orteils et 6 doigts, mais on n'a pas. Il y a une duplication quand même de la tête, mais pas une tête sur un genou. Donc ça, Aristote l'a dit. Évidemment, il ne connaissait pas les mutations méiotiques, mais ça fait tout à fait penser à ça. Il y a un certain ordre. Enfin bon, je pense. Il y a des expériences qui ont été faites en laboratoire, que les mêmes cellules, a priori des cellules qui sont les mêmes, qui sont dans le même état, vont se développer de façon différente, sauf qu'on les met dans des milieux différents, avec des acidités différentes, ou des choses comme ça. Oui, ça c'est le community effect. Et donc, le développement ne dépend pas seulement de ce qu'il y a dans la cellule. On induit autour, oui, mais c'est ce que tu as dit là. Ça dépend de tout ce qu'il y a autour. Quand tu parles de chaîne, puis de différentiel, ouais. tu as une petite idée de cohomologie dans la tête? Ben, c'est-à-dire, l'origine, c'était un travail d'Alain Cohn et de ses élèves sur les arbres, où démontrer des théorèmes sur la moyennabilité des groupes agissant sur les arbres, et dans lequel D faisait partie du Dirac des modèles de Cohn avec une algèbre, un espace de Hilbert et un Dirac. Donc c'est en ce sens-là que bon, puis c'est un opérateur impair de C0 vers C1. C'est pas un différentiel au sens plus fort que ça. Donc, Minkowski avait. En fait, le fait qu'il y ait une différentielle dans chaque sens, entre C0, C1 et C1, C0, ça fait penser à la théorie de Hodge. C'est un rapport. Bah, c'était ça l'idée. C'était ça l'idée. Mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à parler d'un Laplacien ad hoc c'est pas clair du tout. Là cette différentielle, on l'itère. Et le développement consiste à itérer la différentielle qui se comporte d'une différentielle d'un sommet vers une arête, de cette arête vers le sommet suivant, et ainsi de suite. Si j'ai bien compris, le passage de AC à AC', c'est en gros le produit par la matrice nilpotente. C'est ça. Et il faut qu'elle soit nilpotente pour que la cellule meure un jour. Ça permet d'être cohérent de ce point de vue-là. Ouais. Bon, mais c'est un effort pour mathématiser encore plus ce qu'on a fait. Mais en fin de compte, une des choses qui t'inspire, semble-t-il, enfin, par rapport à Gromov,
c'est cette idée d'utiliser la richesse de la notion d'espace métrique, enfin, Oui. de façon relativement peu géométrique, enfin, en laissant un peu de côté. Oui, Penner est géomètre, donc il voulait qu'on parle de fibration, de choix d'une fibre et d'un développement et tout. Finalement, on est passé à un point de vue plus algébrique ou pour ça, métrique seulement. De grandes combinatoires, mais avec de la métrique. Oui, on essayait d'écrire cette histoire en parlant d'un fibré, et on n'est pas arrivé, donc on est passé à... Ça aurait été un peu plus thomien, justement. Ouais, on n'y est pas arrivé. On a essayé, on n'est pas vraiment arrivé. Et l'idée de mettre des matrices comme ça, c'est ton passé de cas théoricien algébrique. Alors, il faudrait que comparer la façon dont notre collègue fait le modèle numérique de ces phénomènes avec justement son formalisme de matrice et de différentiel. Voir si c'est suffisamment souple pour contenir contenir les comment le programme qui est utilisé par le gars. C'est-à-dire, l'expérience numérique ne consiste pas à choisir des matrices dans U et d'appliquer la matrice. C'est par une description différente de règles pour aller de AC à AC'. Donc pour l'instant, il n'y a pas de... En quelque sorte, cette matrice nilpotente, ça implique la disparition de ces sucres à la surface de la cellule progressivement. C'est la disparition des sucres. Puisque c'est nilpotent, ça Oui. produit des zéros. Oui. Donc, en quelque sorte, ça veut dire que ces informations sucrées disparaissent petit à petit. C'est exact. Ouais. Tu connais le groupe de Nadine Pereiras? Je sais qu'elle existe, mais elle travaille sur le zébrafiche. Voilà, c'est une grande spécialiste du zébrafiche. Parce qu'avec ses collègues, elle a fait des très 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 beaux films de morphogénèse. Oui. Réels, enfin avec des outils optiques raffinés, y compris de la microscopie focale diphotonique, enfin des choses assez pointues et qui coûtent cher. Et elle a vraiment des films de morphogénèse du zébrafiche où tu peux suivre la trajectoire d'absolument toutes les cellules individuelles. Toutes les cellules. Tous les événements cellulaires. Donc là, vraiment, alors c'était assez difficile, hein, parce qu'il faut que ce soit fait par des algorithmes, mais il faut des algorithmes qui soient capables de suivre une cellule, y compris quand elle passe derrière une autre cellule, etc. En fait, là, donc, il y a des problèmes d'imagerie, enfin, de traitement d'image assez sophistiqués. Et c'est assez impressionnant. Ça pourrait peut-être suffire à calculer un arbre. Ah, absolument. Ce dont tu as parlé, tu peux l'avoir numériquement, complètement. Il se trouve que je connais l'un des programmeurs qui a fait ça, parce que c'était un ingénieur CNRS qui était chez Nadine Pereiras, et je lui ai fauché les copies Montivert, et il a fait une thèse en logique catégorique. C'était Mathieu Herman. Ah oui. Et il a fait beaucoup d'algorithmes pour Nadine Pereiras. C'était très intéressant et ça donne des films très jolis. Moi, j'ai pas vu les films. Ah, c'est super. Oui, je retiendrai. C'est super, mais c'est vraiment très tonien. Hein. Tu vois, vraiment, je pense, ou sinon dans les travaux de thèse, ça c'est très facile à se procurer. Hein. Mais ça pourrait être intéressant. Oui. Oui, parce qu'on n'est pas obligé de prendre l'ensemble de ce qu'on raconte, on peut s'intéresser, par exemple, à l'arbre. C'est ce qu'a fait cette biologiste des plantes à Saint-Pétersbourg.
Christophe, Oui. tu as essayé d'écrire quelque chose d'assez réaliste en partant d'un zygote et avec une orientation du temps et en faisant mourir ton organisme. Mais est-ce qu'il y a des systèmes voisins qui sont cycliques? C'est-à-dire l'évolution serait décrite de la même façon, mais elle est cyclique. Ben, la suce de cône sur un arbre, ça dépend d'un point. Il faut qu'il y ait un point choisi sur l'arbre pour qu'on puisse avoir le formalisme différentiel dont j'ai parlé. Parce que tu veux partir savoir. Tu veux choisir une arête partant d'un point. D'accord. Mais bon, pour ça, il te suffirait d'avoir ça assez près, en fait. Oui. Une mémoire finie. Donc, Et tu appliquerais ça à quoi? comment? Qui serait concerné par Ça serait intéressant d'avoir la vie cyclique? formulé comme ça et puis une évolution cyclique. Bon, je vais vous mettre mon email. Bon, si vous voulez l'article, je peux vous l'envoyer. On a un record avec cet article, c'est qu'on l'a envoyé à Archive, comme tout le monde, pour que ça sur Archive. Ça a été refusé sur Archive. On n'a jamais su pourquoi. Question, ça va? C'était peut-être pas dans les bonnes utilisé sections. tes travaux sur la différenciation cellulaire que tu avais fait déjà avant avec Thomas. Non, c'est différent. Ah, oui. Parce qu'il y a quand même un problème de différenciation cellulaire là. Oui. Et donc on pourrait imaginer qu'il joue un rôle. Mais le travail avec Thomas et Kaufmann, c'est sur les réseaux de gènes. Donc c'est les gènes. Donc là, oui, d'accord. Mais je suis d'accord que c'est vraiment gênant que ce modèle soit entièrement à la surface des cellules et n'intègre pas d'autres découvertes. Ok. Y a-t-il encore des questions?